L'objectif est de faire parvenir la vérité aux gens. Plus les générations passent et plus la mémoire s'estompe. Donc l'un de nos objectifs était de rafraîchir la mémoire des gens, pas uniquement les habitants du Golan, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de la Palestine et les étrangers qui n'ont aucune information ou connaissance sur le Golan avant et après l'occupation israélienne. Prochain arrêt de la visite, toujours du côté israélien, les anciens quartiers généraux de l'armée syrienne. Avant 1967, chrétiens, musulmans, druzes et circassiens vivaient ici, mais la plupart d'entre eux sont partis pendant la guerre pour aller du côté du territoire contrôlé par la Syrie. Aujourd'hui, environ 22 000 druzes et 25 000 Israéliens vivent dans le Golan annexé par Israël. Les gens qui entrent ici respirent beaucoup d'odeurs et laissent courir leur imagination. Ce sont des informations à la fois agréables et difficiles. Jamais je n'imaginais pouvoir venir dans un tel endroit. Je connais le Golan, mais jamais je n'aurais imaginé qu'une telle chose existait ici. Et nous ne savons encore que quelque chose seulement. Nous en apprenons plus au fur et à mesure. Imad emmène aussi le groupe auprès de la rivière Hasbani. Le cours d'eau, dont 40 km coule au Liban, est une source de tension entre Israël et son voisin du nord, ce qui a failli déclencher une guerre en 2002. J'aime beaucoup la nature et voir ce genre de paysage est réjouissant. On en profite beaucoup. Si j'étais venue avec mes amis ou ma famille, personne n'aurait pu m'expliquer. Alors que là, on a un guide qui nous explique tout et qui nous aide à comprendre. Avant 1967, le Golan abritait 250 villages, mais la plupart ont été détruits. N'en subsistent plus que 5, dont celui de Majd al-Shams, où le groupe fait escale. Les excursions de Imad se veulent éducatives et ludiques, mais elles permettent aussi de soutenir l'économie locale. Entre deux cours d'histoire, les touristes en profitent pour acheter quelques produits locaux. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France Info. C'était un serpent de mer et la mesure a enfin été adoptée. Les députés ont voté hier le prélèvement à la source. Il sera appliqué en janvier 2018. On vous explique tout dans un instant. Les nouveaux hommes de Donald Trump, un trio très conservateur nommé à la justice et à la sécurité nationale. Qui sont-ils? Quel est leur profil? Faut-il s'inquiéter? Claire Coach nous répondra. Déjà à 10 jours qu'ils ont pris le large, les skippers du Vendée Globe approchent du cap de Bonne-Espérance. On fera un point sur la course à la fin de cette édition. Ah non. Mais d'abord, on commence par cette mesure qui était un serpent de mer, le prélèvement à la source. Il a enfin été voté hier soir à l'Assemblée nationale. Comment ça va marcher? Ça va être appliqué à partir de janvier 2018. On voit ça avec Hugues Daco. Avec le prélèvement à la source, le montant de votre impôt, calculé par l'administration fiscale, sera prélevé directement tous les mois de votre salaire brut par votre employeur. Si vous ne souhaitez pas que votre employeur connaisse votre situation fiscale, il sera possible de demander à ce qu'on vous applique un taux neutre. Avec la réforme, à partir du 1er janvier 2018, vous paierez votre impôt sur votre revenu de l'année en cours. Conséquence, les revenus de 2017 ne seront pas imposés, à une exception près, les revenus exceptionnels comme les primes de départ ou de bienvenue. Il n'est donc plus question d'imposer les indemnités de fin de CDD ou de mission d'intérim, comme cela a été prévu à l'origine. Les parlementaires de l'opposition dénoncent une réforme excessivement complexe. Ils ont déjà fait savoir qu'ils comptaient revenir sur la mesure en cas d'alternance. En bref, on ne sait toujours pas où sont passés les 52 kilos de cocaïne volés entre les murs du 36 quai des Orfèvres. C'était il y a 2 ans. 11 personnes sont mises en cause, dont plusieurs policiers. Hier, le parquet de Paris a réclamé un procès dans cette affaire. Dans l'actualité également, la journée internationale des droits de l'enfant. C'est demain, l'occasion de revenir sur ces chiffres qui font froid dans le dos. Il y a aujourd'hui en France 1 million d'enfants pauvres, 20 000 qui sont maltraités. Et dans le monde, 58 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Opal Von-Kaiser. Être soigné, ne pas faire la guerre, être scolarisé, mais aussi jouer ou encore être aimé et entouré. Voici quelques-uns des droits de l'enfant officiellement établis dans 195 pays par la Convention internationale des droits de l'enfant. Pourtant, chaque année, dans le monde, 58 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Pire, près de 50 000 sont victimes d'homicides. En France, des enfants sont maltraités physiquement, psychiquement ou sexuellement. Un Français sur 4 aurait subi des violences étant petit. Le droit d'aller à l'école n'est pas appliqué partout. Des disparités selon le milieu social où la situation géographique subsiste. Des milliers d'enfants étrangers ou handicapés ne sont pas scolarisés ou peu accompagnés. Emmanuel Macron a annoncé sa candidature il y a 4 jours et on en parle jusqu'en Grande-Bretagne. Il faut dire que la candidature de l'ancien banquier d'affaires a été plutôt bien accueillie de l'autre côté de la Manche et celle de François Fillon également. Loïc Delamornay sur place. Oui, la candidature d'Emmanuel Macron a été plutôt bien accueillie par la presse britannique qui parle d'un outsider et qui salue justement le fait qu'en France aujourd'hui un candidat puisse se présenter en dehors des grands partis traditionnels, chose qui serait sans doute assez peu probable ici au Royaume-Uni, un pays qui est encore largement dominé par le bipartisme, soit le parti conservateur, soit le parti travailliste. La presse salue également le passé d'Emmanuel Macron en tant qu'ancien banquier. Et oui, nous sommes dans un pays libéral, anglo-saxon, où le rapport à l'argent est plus décomplexé qu'en France. À noter également qu'en ce week-end de primaire républicaine, la presse britannique évoque la remontée de François Fillon dans les sondages. Il n'est pas totalement un inconnu pour les Britanniques qui aiment à rappeler que sa femme est d'origine galloise. La presse britannique présente également le programme de François Fillon comme étant celui le plus business-friendly, c'est-à-dire le plus pro-business, pro-commerce. Et ça n'est à nouveau pas pour déplaire aux Britanniques, là encore, de culture plus libérale. Des durs et des conservateurs, voilà comment définir les 3 nouveaux hommes de Donald Trump, l'administration du président américain qui commence à se préciser, son virage très droitier également. On va en parler ce matin avec Claire Coach. Bonjour Claire. Alors dites-nous qui a été nommé hier, notamment à la justice et à la sécurité nationale, et quel est le profil de ces hommes? Alors, il y a tout d'abord Jeff Sessions, 69 ans, nommé au ministère de la Justice.